Donc très rapidement, les yeux vont se tourner vers un point de contact entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, à savoir la partie extrême nord de l'Amérique, dans la région de l'actuel détroit de Bering. Là, on a deux territoires, le territoire du Tchoukotla du côté russe et du côté américain, eh bien, on a un cap Prince de Galles qui appartient en fait à l'Alaska, qui est donc une petite pointe qui rentre dans la mer de Bering, et on sait qu'entre les deux parties de ces deux territoires, eh bien, il n'y a que 200 km à peu près de distance. Donc on est sur deux langues de terre qui se rejoignent vraiment, qui sont très très proches l'une de l'autre. Et on sait aussi que lors de la dernière glaciation, c'est-à-dire entre moins 13 000 et moins 8 000 ans avant Jésus-Christ, des gros glaciers s'étant formés dans la partie nord du continent américain, eh bien, cette formation de glace avait fait baisser le niveau des océans de plus de 100 mètres, libérant donc un territoire, une langue de terre qu'on va appeler la Béringie et qui va unir justement le territoire de l'Alaska au territoire russe. Et cette Béringie, vous la voyez ici sur la photo, cette extension de terre émergée, eh bien, si elle n'est pas très longue dans le sens Amérique-Russie, Russie-Amérique, elle est par contre très large. Du nord au sud, on a à peu près 1000 km de grandeur, en fait, et ce territoire de la Béringie va s'étendre vers le sud et vers le nord de ces deux continents. Donc, c'est toutes ces terres qui apparaissent à ce moment-là et qui constituent donc un véritable territoire très important sur lequel, eh bien, des populations ont pu circuler à un moment donné. Or, il se trouve effectivement que l'hypothèse qui va être donnée par les scientifiques sera de dire qu'on a des populations d'origine asiatique qui auraient pu migrer pendant cette époque glaciaire et profiter de l'apparition de ce corridor de la Béringie pour passer de la partie sino-sibérienne vers la partie américaine. Alors, beaucoup de chercheurs de spécialités différentes se sont penchés sur cette hypothèse, à savoir, on a étudié les groupes sanguins, on a étudié également l'ADN, notamment l'ADN mitochondrial, qui est transmis par les femmes et qui est porteur de caractéristiques donc, génétiques que l'on va effectivement retrouver aussi bien chez des groupes amérindiens que chez des groupes asiatiques. On va faire donc les comparaisons des groupes sanguins vont donner des résultats aussi où on va pouvoir constater la proximité des différents ensembles humains, puisque les Indiens sont majoritairement de groupe O avec un rhésus plus, hormis quelques petits groupes canadiens, mais la majorité, c'est ça. On a donc plein d'études qui vont être faites d'un point de vue de la génétique, et justement une caractéristique que je vous montre ici, qui est cette petite tache mongoloïde que l'on trouve dans le bas du dos des enfants en Asie. Lorsque les bébés naissent, ils ont cette petite tache donc, qui dure environ 2 à 3 ans et qui disparaît d'elle-même. Parfois, elle est dans le bas du dos, parfois, elle est en haut de l'épaule. Et il se trouve que les populations amérindiennes portent également ce marqueur génétique, cette petite tache mongoloïde que les enfants ont à la naissance. Donc ça aussi, c'est un marqueur qui est tout à fait révélateur de l'origine asiatique, justement, de ces populations. Bref, tout le monde se met un petit peu d'accord pour reconnaître qu'effectivement, on a les groupes amérindiens trouvent leurs origines dans le monde asiatique. Et le premier à souligner une possible variété de groupes et non pas une existence d'un seul groupe, c'est M. Paul Rivet. M. Paul Rivet est à l'origine de la constitution du Musée de l'Homme à Paris. Et M. Paul Rivet, dans les années 30, va dire « Attention, on n'a pas qu'un seul groupe qui aurait migré, mais probablement plusieurs vagues de migration à des époques différentes qui vont donner naissance à des groupes distincts. » Le premier, selon lui, eh bien, ce sont les Paléo-Indiens, qui seraient les ancêtres des Indiens actuels, qui auraient migré à partir de moins 11 000 à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, on aurait eu une vague de migration de Paléo-Arctique et d'Athapascan,
qui auraient migré entre moins 10 000 ans et moins 8 000 ans avant Jésus-Christ. Et finalement, juste avant que le corridor ne se referme avec la montée des eaux, le groupe Aléout et Inuit, qui lui aurait migré vers 8 000 ans avant Jésus-Christ. Cette distinction entre plusieurs groupes peut maintenant être remise en question et discutée, mais elle est intéressante pour montrer qu'on a une variété en fait de traits physiologiques et anthropologiques différents et des origines qui peuvent être aussi différentes. Et justement, en 1996, on va faire une découverte assez surprenante dans l'État de Washington, donc au nord-ouest des États-Unis, à la frontière avec le Canada. Par un beau matin, on trouve un squelette dans un terrain un peu marécageux, un squelette qui présente en fait des traits caucasiens. Donc les scientifiques sont persuadés qu'il s'agit d'un homme contemporain qui a été victime d'un règlement de compte, d'un assassinat, quelque chose qui s'est passé là dans le monde contemporain. On emmène le squelette en laboratoire, on fait des études et, oh surprise, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, ce squelette est daté de moins 9000 ans avant Jésus-Christ et il n'est pas du tout contemporain. Le problème, c'est que ce squelette, eh bien, il est de type caucasien, donc blanc. Donc ça veut dire que sur le territoire américain, à des époques très anciennes, lors des premières migrations des populations, eh bien, on a des populations d'origine européenne qui se trouvent présentes là. Et ça, du coup, ça ne plaît pas du tout aux Indiens de la région. L'endroit sur lequel on a retrouvé ce squelette appartient à un territoire indigène qui est aux mains des Indiens Colville. Et les Indiens vont se comporter de façon assez désagréable puisqu'ils vont saccager complètement le territoire, le terrain où on avait retrouvé le squelette pour éviter que les scientifiques n'aient d'autres artefacts à se mettre sous la dent pour corroborer leur datation. Et surtout, ils vont demander, comme la loi les y autorise, ils vont demander aux scientifiques qu'on leur redonne ce squelette afin qu'il puisse être réenterré suivant leur tradition locale. Du coup, en fait, eh bien, cette découverte fait un énorme pataquès aux États-Unis parce qu'elle remet en question la théorie indigéniste qui consiste à dire « nous, les Amérindiens, nous sommes les premiers habitants de ce territoire, vous, les Blancs, vous n'êtes que les envahisseurs qui arrivaient à partir du XVIe siècle. Mais ce territoire nous appartient. » Donc, bien sûr, ça ne se passe pas très bien. Du coup, les publications tournant autour de celui qu'on appelle l'homme de Kennewick, du nom de la petite ville où on l'a trouvé, sont très rares. Et finalement, il y a maintenant 2-3 ans, les scientifiques vont dire qu'en fait, eh bien, cet homme n'est pas de type caucasien. En réalité, il est de type Aïnou. Et les Aïnous, eh bien, ce sont les ancêtres des Japonais, qui est une population très ancienne, mais qui avait des traits caucasiens. Comment cet Aïnou s'est-il retrouvé sur le territoire américain? On ne le sait pas, à travers une navigation probablement transpacifique, mais qui devait à l'époque être probablement très compliquée. Toujours est-il qu'on ne sait pas exactement d'où vient cet homme. On sait qu'à l'époque, il n'y avait pas de délimitation entre la partie européenne et la partie asiatique, pas de mur qui séparait les deux espaces, et que des populations caucasiennes ont très bien pu être amenées à traverser le continent d'Europe centrale et la partie asiatique pour se mêler à des populations d'origine sino-sibérienne et traverser peut-être le détroit de Bering. Pourquoi pas? Ça n'a rien de... Bon, ça paraît un petit peu compliqué, mais ce n'est pas non plus irréalisable. En tous les cas, l'homme de Kennewick a finalement été rendu aux Indiens Colville qui l'ont effectivement réenterré suivant leur tradition, mais on a là une preuve d'un mélange ethnique qui est probablement beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait au départ.